bonjour à toutes et à tous. On va aborder aujourd'hui le sujet de la ménopause. C'est un sujet qui a toute sa place dans ce congrès en raison des conséquences cardiovasculaires qu'elle implique. Donc il est important de rappeler que la maladie cardiovasculaire, vous le savez déjà je pense, est la première cause de mortalité chez la femme en France. En effet, à titre d'illustration, on observe 75 000 décès par an par maladie cardiovasculaire versus 12 000 décès par cancer du sein. Dans la survenue de ces maladies cardiovasculaires, alors là il y a un problème, on n'est pas de ça. Voilà. Donc, dans la survenue de ces maladies cardiovasculaires, on remarque que l'HTA, c'est vraiment le principal risque impliqué. En effet, dans cette étude américaine, il a été mis en évidence que c'est le principal pourvoyeur de mortalité cardiovasculaire devant le tabac ou même l'obésité. Malgré ces données qui sont alarmantes, il y a un papier qui est sorti qui a permis de comparer l'étude ENNS de 2006 et l'étude Esteban de 2015, qui portait sur l'hypertension et d'autres facteurs de risque, et qui a mis en évidence qu'il n'y a pas du tout eu d'amélioration, voire même une dégradation de la prise en charge de l'hypertension artérielle chez les femmes. Comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a une diminution des HTA non traités, une augmentation des HTA non traités et une diminution des HTA traités contrôlés. Concernant les facteurs favorisants de l'hypertension artérielle, on sait qu'elle est multifactorielle. Évidemment, il y a des facteurs qui sont partagés avec les hommes, que sont l'âge, le mode de vie ou les facteurs psychosociaux. Mais il y a également des facteurs de risque qui sont spécifiques de la femme, qu'il est important de rechercher en consultation lors de votre interrogatoire. Donc, ça a été évoqué juste avant. Notamment les antécédents d'hypertension artérielle gravidique, de prééclampsie et de diabète gestationnel, puisqu'on sait qu'ils vont avoir tendance à augmenter de 2 à 3 le risque de développer une hypertension artérielle dans la vie future. Il existe d'autres facteurs de risque émergents, que sont le SOPK notamment, avec l'augmentation, donc l'hyperandrogénie qui va induire une insulinorésistance, l'endométriose qui est une pathologie inflammatoire systémique et l'IOP. Un sujet, donc un facteur qui est très important, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la ménopause. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, on observe qu'il y a une augmentation de la prévalence à la ménopause qui est très importante, avec des chiffres tensionnels qui s'élèvent, qui vont même rattraper finalement la prévalence de celle des hommes. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui explique finalement cette augmentation de l'hypertension à la ménopause ? Il y a des bases physiopathologiques qui s'expliquent par la carence œstrogénique induite par l'épuisement du capital folliculaire ovarien. Et donc, cette carence œstrogénique va impliquer une hyperplasie des cellules musculaires lisses de la paroi artérielle, qui va favoriser l'épaississement de cette dernière. On va avoir également une diminution de la synthèse de monoxyde d'azote, qui a un effet vasodilatateur, donc ça va augmenter la rigidité artérielle. Le syndrome métabolique qui apparaît ou qui s'aggrave à la ménopause va augmenter l'insulinorésistance et donc l'activation du SRA et la réabsorption de sodium. Je pense que ça a été bien développé tout à l'heure. Et on va avoir également un dernier point, c'est une hyperandrogénie relative, parce qu'il va y avoir une diminution, comme on a dit, une carence œstrogénique, et par ailleurs, une persistance de sécrétion des androgènes par la surrénale et par la thèque ovarienne résiduelle, qui va favoriser la production d'endothéline, qui est un puissant peptide vasoconstricteur. Donc tous ces éléments, finalement, vont participer à une augmentation de la pression artérielle, et son aggravation, ça existe déjà. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette transition ménopausique, elle a une transition aussi vasculaire et métabolique, et c'est une période clé pour le dépistage de l'hypertension. Évidemment, il faut la mesurer de façon systématique. Alors là, je m'adresse plus aux gynécos, je suis pas sûre qu'il y en ait dans la salle, mais il faut essayer de la mesurer systématiquement en consultation, parce que je pense que c'est fait par les médecins généralistes et les cardiologues. Concernant le diagnostic de l'hypertension, on va pas s'y attarder parce que je vais rien vous apprendre aujourd'hui. Simplement, j'ai retrouvé des éléments que je trouvais intéressants dans la littérature, notamment au cours des MAPA chez les patientes ménopausées, on observe une augmentation du profil non dipper, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc il n'y a pas de baisse finalement physiologique de la PA nocturne, ce qui va provoquer a priori une augmentation, ce qui serait à l'origine de l'augmentation des événements cardiovasculaires nocturnes chez la femme. Sur le plan thérapeutique, globalement, il n'y a pas de différence de réponse au traitement entre les femmes et les hommes.
Il faut simplement savoir qu'elle présente souvent des effets indésirables un peu plus marqués. C'est pas sur ma diapo. Des effets indésirables plus marqués et plus fréquents. Donc, ça va être important de les rechercher en consultation. La Société française d'hypertension a émis des recommandations sur, on va dire, une stratégie thérapeutique à adopter en fonction des comorbidités. Alors ça va être à vous d'en juger, mais globalement, si vous avez une patiente hypertendue qui présente un risque ostéoporotique important, un antécédent par exemple au premier degré de fracture, un IMC très bas, etc., eh bien, ça va être intéressant de lui proposer des diurétiques thiazidiques par leur effet épargneur de calcium sur le rein. On va améliorer cette condition. Concernant les patientes migraineuses, ce sera intéressant de proposer des bêta-bloquants puisqu'on pourra finalement traiter les deux pathologies d'une pierre deux coups. C'est les patientes avec une migraine chronique. Si la patiente, elle présente un antécédent de cancer du sein et de l'endomètre, il a été indiqué par principe de précaution qu'il était mieux d'éviter la spironolactone parce que vous savez que la spironolactone, elle est également très utilisée par nos collègues dermatos à visée anti-androgénique. Mais il faut savoir aussi qu'elle a un effet agoniste partiel sur les récepteurs aux œstrogènes et qu'elle peut aller, on va dire, elle pourrait aller stimuler une tumeur hormonodépendante. C'est pour ça que par principe de précaution, c'est mieux d'éviter de la prescrire chez ces patientes avec ces antécédents-là. Et pour terminer, on a les inhibiteurs calciques, donc de type amlodipine, félodipine. Vous savez, leurs effets indésirables de par l'effet vasodilatateur important, elles peuvent provoquer des flushs, des sensations de bouffée de chaleur. Mais chez les patientes, évidemment, qui vont avoir un syndrome climatérique important, handicapant, c'est mieux d'éviter parce que ça risque d'aggraver leurs symptômes. Et donc, on a évoqué précédemment finalement que la carence œstrogénique, et c'est largement prouvé dans la littérature, qu'elle était responsable d'une augmentation de la pression artérielle et du risque cardiovasculaire global. Donc finalement, on pourrait légitimement se demander si on substitue cette carence œstrogénique par un traitement hormonal de la ménopause, est-ce qu'on ne pourrait pas faire diminuer la pression artérielle et donc le risque cardiovasculaire ? Et bien finalement, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un bénéfice à faire cela. Toutes les sociétés savantes françaises, internationales sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'indication du THM dans la prévention cardiovasculaire primaire ou secondaire. Et donc, par extension, on ne va pas introduire un THM à but de régulation de la pression artérielle chez la femme ménopausée. Donc, globalement, pour nous, même s'il y a des petites indications subtiles, mais la principale indication actuelle du THM, ça va être le traitement des troubles vasomoteurs handicapants, bouffées de chaleur, sueur nocturne. Donc, si vous rencontrez une patiente, donc là, je parle plutôt au médecin généraliste ou gynéco, une patiente avec une hypertension artérielle contrôlée, avec un syndrome climatérique invalidant, le THM, il va être tout à fait possible. Évidemment, il faudra le discuter au cas par cas. Après, élimination des contre-indications gynéco et évaluation du risque cardiovasculaire global. Donc, je voulais poursuivre un petit peu sur le sujet du THM. C'est un sujet qui me paraît intéressant, assez transversal finalement entre la cardio et la gynéco. Parce que c'est aussi un motif de consultation que vous allez rencontrer de plus en plus souvent, à mon avis. C'est le collègue, donc là je parle plutôt au cardiologue, c'est le collègue gynéco, médecin généraliste qui va vous adresser en consultation une patiente pour évaluer son risque cardiovasculaire avant la mise en place du THM. Je pense que vous avez déjà tous été confrontés à ça. Et donc, j'ai mis cette diapositive parce que je pense qu'il y a des dogmes qui sont assez ancrés, qu'il est important de déconstruire. Il y a de plus en plus d'études récentes qui remettent en question un petit peu les choses qu'on a beaucoup entendues, notamment sur le risque cardiovasculaire lié au traitement hormonal. Pour rappel, il y avait 2 études majeures qui ont fait beaucoup de bruit dans les années 2000, donc l'étude HERS et l'étude WHI en 2002, qui m'ont montré une augmentation importante du risque d'AVC et d'infarctus chez les patientes traitées par traitement hormonal de la ménopause, et donc qui ont entraîné une chute vraiment drastique de sa prescription. Les derniers chiffres, là, aujourd'hui, c'est 6% à peu près de femmes traitées, 6 à 8%, alors qu'avant ces études-là, on était autour de 30% de femmes traitées. Donc, vous voyez que ça a eu un impact majeur. Et on peut voir finalement, et ça c'était vu un petit peu a posteriori, qu'il y a eu quand même un souci dans ces études, c'est que, vous voyez, la moyenne d'âge des patientes incluses, c'était 66 ans chez les femmes dans l'étude HERS et 63 ans chez les femmes de la WHI. Donc, c'est quand même des femmes assez âgées. Également, ce sont des études américaines, donc le traitement utilisé était un traitement hormonal par voie orale et pas par voie percutanée comme c'est fait à la française.
Donc, comme je disais, il y a des études plus récentes qui sont arrivées, qui ont un petit peu cassé tout ça, qui ont montré finalement que le risque d'infarctus chez la patiente ménopausée traitée, il était diminué si le traitement hormonal il était introduit moins de 10 ans après la ménopause. Ça, c'est basé sur quoi? C'est globalement, il a été montré que l'effet des œstrogènes, l'effet vasculaire des œstrogènes, il a un impact quand il y a déjà de la plaque athéromateuse dans les vaisseaux, globalement. Et là, il a un effet délétère. Pourquoi? Parce qu'il favorise les ruptures de plaques. Et donc, finalement, l'hypothèse qu'on pourrait relever qui expliquerait les résultats de la WHI, c'est les patientes étaient âgées, elles avaient probablement déjà de l'athérome, donc ça a augmenté leur événement cardiovasculaire suite à la mise en place du traitement. Donc ça, c'est la notion de fenêtre d'intervention qui est hyper importante dans le traitement hormonal de la ménopause qu'il faut bien retenir, et ça module l'effet vasculaire des œstrogènes. Il y a un autre élément qui module l'effet vasculaire des œstrogènes, ça va être la voie d'administration. Comme je l'ai dit juste avant, dans les études américaines, on parlait d'œstrogénothérapie par voie orale. Et il y a une étude française, mais il y en a eu plusieurs, mais celle-là, elle est assez majeure, qui a mis en évidence, en 2016, qu'on remarquait une diminution du risque d'AVC. Finalement, vous voyez avec les autres ratios qui sont ici, quand le traitement il est réalisé par voie transdermique et pas par voie percutanée. Une des explications majeures, ça va être globalement le fait que en utilisant la voie percutanée, on s'abstient finalement de l'effet de premier passage hépatique des œstrogènes, qui va avoir un effet pro-thrombotique et pro-inflammatoire, qui serait responsable des événements cardiovasculaires. Donc là, de manière un petit peu plus pratique, on est un médecin généraliste, un gynécologue. On se retrouve devant une patiente ménopausée qui a moins de 60 ans, donc qui est jeune, qui a des symptômes climatériques, qui a un délai de ménopause de moins de 10 ans, avec une HTA contrôlée, et évidemment, on a éliminé les autres facteurs de risque gynécologiques avec un bilan préthérapeutique. Et bien, globalement, il y a 3 situations. La première, la patiente, elle a un risque cardiovasculaire élevé. Elle a eu un antécédent d'AVC, elle a eu un antécédent d'infarctus, une artériopathie oblitérante. Là, globalement, c'est contre-indication du traitement hormonal. Dans le cas contraire, on a une patiente qui est hypertendue contrôlée, sans aucun autre facteur de risque cardiovasculaire. Là, il y a tout à fait possibilité d'introduire le traitement hormonal de la ménopause après un bilan préthérapeutique, évidemment, et puis avec une réévaluation de la balance bénéfice-risque de manière annuelle, avec s'il y a des apparitions de nouveaux facteurs de risque. Et la troisième situation, c'est celle dans laquelle vous allez vous retrouver quand même régulièrement, notamment ici où il y a beaucoup d'obésité, comme on parlait, une patiente fumeuse, des facteurs de risque un petit peu modifiables. Eh ben, vous allez vous dire qu'est-ce que je fais? Et c'est là où ça va être intéressant d'adresser à nos confrères cardiologues, et c'est pour ça que je trouve que ce sujet-là est intéressant aujourd'hui vis-à-vis des cardiologues, c'est parce qu'on a remarqué globalement qu'il y a un certain nombre de collègues qui n'ont pas trop l'habitude de traiter ce genre de sujet. Et nous, on compte sur vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de mettre en place ce traitement de la ménopause en toute sécurité, on a besoin de stratifier et d'évaluer le risque cardiovasculaire de façon correcte. Et là, dans ce cadre-là, ce que vous allez pouvoir faire, ça, je vais pas vous apprendre votre métier, mais globalement, ça va être de calculer le score 2. Si on a un facteur de risque cardiovasculaire qui est à plus de 10%, on rentre dans le risque élevé à très élevé, contre-indication du THM. Si on a un risque vasculaire qui est faible, on rentre dans la case verte, donc globalement THM OK. Si on est dans un risque vasculaire intermédiaire, c'est là où ça va être intéressant de pousser les examens complémentaires pour aller affiner et évaluer le risque artériel avec des examens type écho-doppler des TSA, épreuve d'effort, coroscanner, qui vont vraiment nous permettre de nous dire est-ce qu'on est safe ou pas à proposer le THM et nous donner une réponse claire, oui ou non globalement. Parce que pour nous, c'est souvent ça qu'on demande finalement. Donc, ce qu'il va falloir retenir de ce topo, c'est que la ménopause, globalement, elle augmente le risque cardiovasculaire et l'hypertension artérielle, de par la carence œstrogénique notamment, et qu'il y a intérêt d'une consultation dédiée pour la mesure de la pression artérielle et l'évaluation de tous les autres facteurs de risque. Il est intéressant de prendre en compte les autres comorbidités associées, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le choix du traitement anti-hypertenseur.
Chez une patiente de moins de 60 ans avec une hypertension contrôlée, avec un risque faible, modéré, enfin un risque faible ou modéré, et ça va être important de le stratifier, avec qui a moins de 10 ans de sa ménopause, dans un objectif de réduction des symptômes climatériques, avec un traitement percutané et réévaluation régulière de la balance du traitement. Il est tout à fait possible d'introduire ce traitement. Et surtout, et ça c'est le point, je pense, primordial, c'est, et si ce congrès et notre rencontre permet d'initier ça au CHU encore plus que ça ne l'est déjà, ça va être vraiment de promouvoir cette coopération entre les cardios, les gynécos, les médecins traitants, afin de permettre à ces femmes de pouvoir bénéficier de ce traitement en toute sécurité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup pour ce topo. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, docteur Dugardin. Alors, je peux répéter la question. Chez les patientes diabétiques de type 2, hypertension contrôlée, est-ce que le traitement hormonal de la ménopause est contre-indiqué? Alors, en théorie, non. En fait, dans les recommandations de l'ASF, de la Société française d'HTA 2018, je ne sais pas si vous l'avez vu, bah, c'était le tableau. Attendez, je ne sais pas si je peux remettre. Je peux remettre le diapo ou pas? Voilà, c'est ce tableau-là. Alors, c'est écrit tout petit. Mais on voit qu'il y a la notion de diabète de type 2. Globalement, ça c'est les grosses RCP de cardio-gynéco qui se font en métropole et ça revient souvent. Le diabète, on va dire non compliqué, pas de complications cardio, macrovasculaires ou microvasculaires, on peut le faire. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faudra passer par la case cardio, coroscanner, épreuve d'effort, etc. pour être en sécurité. Mais en soi, un diabète compliqué, non compliqué, associé à une hypertension contrôlée, on l'envoie quand même chez le cardiologue, on fait le point sur les facteurs de risque associés, on calcule le risque cardiovasculaire et si, dans l'idéal, coroscanner, épreuve d'effort, si c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Encore une fois, en pesant à la balance, bénéfice-risque, la patiente, elle est très gênée, elle est handicapée, ça peut valoir le coup, effectivement. Non, une petite remarque. Simplement, une petite remarque. Les maladies cardiovasculaires chez la femme ne représentent plus depuis 2022 la première cause, mais la deuxième cause de mortalité dans notre pays. Alors, c'est pratiquement un jeu égal avec les cancers. Hein, c'est 22% de cause de mortalité par maladie cardiovasculaire contre 23% pour les cancers. Voilà. Mais cancer, toutes causes confondues. Oui. Okay. Mais c'est une tendance qui persiste au cours des dernières années. Et après, on aura une petite question sur l'activité physique. Que proposer aux patients? Alors, juste autre remarque par rapport au score 2. Justement, le score 2, c'est un outil qui a été qu'on essaye de vulgariser. De même que le fameux RAC urinaire n'est pas réservé aux néphrologues, le score 2 n'est évidemment pas réservé aux cardiologues. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne cette habitude, que ce soit en médecine de ville, médecine générale, et aussi peut-être les gynécologues, de le calculer. Hein, pour calculer un score 2, il faut juste avoir un bilan lipidique. Voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas de CG, il n'y a rien de spécifique au cardiologue. Et à ce moment-là, orienter les patients à haut risque pour cette stratification en cardiologie. Mais évidemment qu'on ne pourra pas avoir toutes les femmes ménopausées pour calculer un score 2. Ça, c'est clair et net. Juste une petite question, du coup, que peut-on proposer comme activité physique? Est-ce qu'il y a des recommandations? Parce que les femmes nous les posent. Et surtout, quel est le discours? Est-ce qu'on leur dit que l'activité physique, c'est pour modifier un petit peu leur corps? Parce que généralement, c'est pour ça. Ou justement leur dire, mais non, en fait, c'est pour améliorer, pour diminuer vos risques cardiovasculaires. Alors, chez les femmes ménopausées, les recommandations globales, c'est 5 heures d'activité physique par semaine, avec une alternance entre des activités en charge, et là c'est plus pour le risque osseux, donc une activité type marche, course à pied si c'est possible, et du renforcement musculaire, bon, ça je pense que vous connaissez déjà. Après évidemment, forcément ça a un impact sur le risque cardiovasculaire, enfin, on n'invente rien, ça va également un impact sur leur physique, puisqu'on sait que la ménopause s'accompagne d'une augmentation de l'obésité, de la masse grasse androïde et de l'obésité androïde. Donc ça, c'est sûr qu'on les prévient que leur corps va changer. Donc c'est pour ça que la consultation dédiée en début de transition, enfin en fin de transition ménopausique finalement, en début de ménopause, elle est hyper importante parce que ça va permettre aux patientes de leur expliquer finalement comment ça va évoluer et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour aller contre ça. Mais voilà.